Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté mardi 28 juin le projet de loi relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Objectif, approfondir la politique de décentralisation initiée par le chef de l'État Macky Sall. Le gouvernement angolais renforce sa lutte contre le braconnage et le trafic d'ivoire avec la mise en œuvre de nouvelles lois et l'intensification des contrôles aux frontières. Et puis en Égypte, le football américain fait de nombreux adeptes. Avec la création de football américain sans barrière, les initiateurs ont pour objectif de former une équipe nationale féminine dans l'espoir de compétir lors de compétitions internationales. Au Sénégal, après de nombreuses annonces, ce jeudi, l'État a décidé de mettre un terme au phénomène des enfants des rues. Ainsi, les autorités promettent des peines d'amende et de prison à ceux qui forcent ces enfants à mendier dans les villes du pays. Des enfants soumis à des écoles coraniques illégales ou des parents malveillants. Les talibés, comme on les appelle, arpentent les rues toute la journée pour quémander leur repas et de l'argent qu'ils remettent ensuite à leurs maîtres. À cet effet, plus de 150 enfants ont déjà été placés dans des centres d'accueil. Au Sénégal, toujours, le projet de loi organique modifiant le code électoral et relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales a été adopté à la majorité ce mardi par les députés. Pour certains leaders politiques, cette nouvelle institution servira d'intermédiaire entre l'État et la population en vue d'une meilleure décentralisation, ce qui n'est pas l'avis de l'opposition. Explication, Ella Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le 28 juin le projet de loi relatif à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Ils seront 150 membres, dont 70 nommés par le président de la République Macky Sall. Cette nouvelle institution a pour but d'approfondir la politique de décentralisation initiée par le chef de l'État Macky Sall. Et ceux qui vont siéger au niveau de ce haut conseil, c'est-à-dire les hauts conseillers, seront issus des collectivités locales. Ce seront des élus parce que soit ce seront des conseillers municipaux ou des conseillers départementaux qui vont être élus par leur pairs pour siéger au niveau de ce haut conseil, qui sera, comme je vous l'ai dit, un organe consultatif qui va aider le gouvernement dans sa politique de renforcement de la politique de décentralisation. Les premiers concernés par cette loi sont les élus locaux. Pour une frange de la classe politique, le Haut Conseil des collectivités locales est une façon de ressusciter le Sénat qui a été supprimé en 2012 par le président Macky Sall dès son arrivée au pouvoir. Je crois que le Haut Conseil des collectivités locales est une institution de plus. C'est un Sénat bis. C'est une institution qui va consommer beaucoup d'argent. C'est une institution budgétivore et c'est une institution pour caser une clientèle politique. Mais je crois que c'est tout ce qu'il faut dire concernant cette institution. Ceux qui disent que c'est une organisation politique ou bien une organisation pour caser une clientèle politique, c'est parce qu'ils font de la politique politicienne. Mais nous tous, nous savons que c'est une institution qui est nécessaire, c'est une institution qui est utile dans le sens que ça va aider le gouvernement à renforcer sa politique de décentralisation. Les hauts conseillers des collectivités territoriales seront élus pour un mandat de 5 ans. Leur mission consistera à renforcer le niveau de collaboration entre l'État et les acteurs territoriaux dans la conduite et le suivi de l'évolution des politiques au niveau des collectivités locales, notamment avec l'acte 3 de la décentralisation. Ils sont libres. Le rappeur Louati Berrao ainsi que les 16 autres activistes angolais sont sortis de prison ce mercredi 29 juin en Angola. Sur ordre du tribunal suprême de Luanda, ils ont été placés en libération conditionnelle avec assignation à résidence. Au lendemain de leur libération, le président angolais José Eduardo dos Santos a officiellement annoncé sa candidature à sa propre succession. Rappelons que les activistes étaient emprisonnés depuis 1 an pour rébellion contre le gouvernement.
Nous restons toujours en Angola où les autorités s'engagent à lutter contre le braconnage et à protéger les éléphants et rhinocéros, pays de transit pour le commerce illicite de l'ivoire sur les marchés internationaux tels que celui de la Chine, de l'Europe et des États-Unis. L'Angola décide de fermer les marchés intérieurs de cette valeur rare. Alun Guindo. Intensification des efforts angolais dans la lutte contre le braconnage et le commerce de l'ivoire. Le gouvernement ambitionne de mettre en œuvre de nouvelles lois et d'intensifier les contrôles aux frontières. Ayant signé l'initiative Elephant Protection, l'accord panafricain visant à lutter contre le trafic de la faune, l'Angola compte défendre les espèces menacées dans la région sud-ouest de l'Afrique. Entre 1970 et 2012, la population d'éléphants en Afrique est passée de 1,2 million à 400 000. Même chose pour les rhinocéros, on en dénombre aujourd'hui moins de 30 000. Je pense que nous assistons aux efforts du gouvernement angolais qui prend des mesures pour lutter contre le braconnage. Une nouvelle loi a été mise en place en 2013. De même, la police s'active dans la région pour arrêter les contrebandiers qui sont poursuivis. La quasi-totalité de l'ivoire saisi fait office de preuve en cas de procès et les gens sont souvent traduits en justice. Il faut donc renforcer la loi. Après une guerre civile de 2 ans, l'Angola vit une situation économique difficile avec sa reconstruction économique et infrastructurelle. En outre, le pays fait face à un braconnage endémique, décimant des populations locales d'éléphants et de rhinocéros. Pour restaurer et préserver sa nature sauvage, le pays collabore avec les organisations internationales de conservation et ses pays voisins. Les braconneurs agissent pour des intérêts économiques. Quelques-uns d'entre eux chassent juste pour manger de la viande de brousse. La plupart du temps, ce sont les éléphants et les rhinocéros qui sont visés. L'ivoire et les cornes sont revendus, ce qui leur apporte de l'argent. En Angola, l'ivoire sert à faire des sculptures et autres objets d'art qui sont ouvertement revendus. Face à cette situation, le gouvernement a promis de mettre fin à la vente locale d'ivoire. En Afrique, les braconniers peuvent vendre les cornes d'un seul rhinocéros à environ 50 000 $ sur les marchés locaux, gagnant en une nuit ce qu'ils devraient gagner au bout de plusieurs années de travail dans le cadre d'un emploi régulier. Le Fonds monétaire international suspend son aide à la Guinée-Bissau, une décision motivée par le décaissement début mai de 35 200 000 francs CFA par le gouvernement déchu. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Enrique Horta dos Santos, le FMI n'est pas la seule institution à imposer une telle mesure. La Banque africaine de développement, l'Union européenne et l'Union européenne ont également annoncé la même mesure. En Égypte, le football américain féminin fait ses premiers pas. L'équipe des Guerrières Roses, la première équipe entièrement féminine de football américaine, s'entraîne au Caire à l'aide d'une association qui cherche à légitimer ce modèle de sport dans le pays. Explication Alun Guindo. Le football américain féminin gagne du terrain en Égypte. Depuis le mois d'octobre 2015, des équipes féminines de football américain voient le jour. La première ayant été celle des Guerrières Roses. Mise en place par 2 footballeurs égyptiens, l'équipe s'entraîne dans l'espoir de montrer un jour son potentiel lors d'une rencontre internationale. Munies de rembourrage et de casques pour prévenir toute blessure, elles essayent différentes stratégies de jeu pouvant les mener à marquer des pénalités. L'espoir des entraîneurs des Guerrières Roses est de former une équipe nationale, à condition que plus de femmes soient attirées par ce sport. Le jeu des hommes se fait avec beaucoup de coups et de plaquages. Nous portons moins d'équipements et de rembourrage durant nos échauffements parce que le jeu des hommes est plus rude que celui des femmes. La différence entre les deux jeux est dans le fait que les femmes ne se plaquent pas au sol, mais elles se tirent par la ceinture. C'est leur première année et nous ne devons pas les blesser. Connu comme étant un sport de contact, le football américain impose à ses femmes une certaine robustesse sur le terrain. Outre les Guerrières Roses, une autre équipe du Caire, les Louves, pratique ce sport. Les 2 formations ont même organisé le premier match de football américain féminin du pays, un moment historique pour ces femmes. Il y a une histoire qui naît ici et je dois en faire partie. Je ne peux être une guerrière rose si l'entraîneur ambitionne de nouvelles initiatives et que je n'y participe pas. Le plus intéressant dans le football américain, c'est le travail d'équipe. C'est en se comprenant sur le terrain qu'on arrive à toujours gagner. L'organisation de football américain sans frontières s'est rendue en Égypte en mars 2016 avec des joueurs de l'équipe américaine de football, la NFL, pour s'entraîner avec ses amoureuses du sport. Avec 3 nouvelles équipes, le football américain féminin gagne de plus en plus de terrain.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.